Est-ce que Hervé est là? Son micro est fermé. Bonsoir, Bonsoir bonsoir. Hervé, bienvenue. Il y Docteur a... Marie-Paul Sani, bonsoir, cher Aboubakar. Bonjour Bonsoir, Hervé. bonsoir, Hervé. Ok. Donc je pense que nous pourrons commencer. Donc il y a déjà du monde connecté. Bienvenue à tous. Moi c'est Youssouf Maïga. Je suis responsable des partenariats de l'Association pour la promotion du numérique en Afrique, APNA. J'ai une double casquette. Je suis responsable des partenariats et aussi président de l'antenne française. Donc, l'APNA, voilà, a été créé il y a un peu plus d'un an et l'ambition, c'est de rendre les opportunités du numérique accessibles à tous. Et dans nos valeurs, il y a la collaboration et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous organisons ce webinaire avec l'ISOC, Internet Society chapitre Côte d'Ivoire. Je vais laisser Hervé faire un petit mot d'introduction et dans la foulée, on peut démarrer le webinaire donc, avec une présentation préparée par Mamountou Diarra, Aboubakar et puis Dr Koulibaly qui va nous faire voilà, un brillant exposé sur l'intelligence artificielle et les opportunités pour les entreprises. Donc, à toi Hervé. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Je suis Hervé Ayemene. Je suis le responsable des formations au niveau de Internet Society Côte d'Ivoire. Et en principe, celui qui devait prendre la parole maintenant, c'est le président du chapitre Internet Society Côte d'Ivoire, mais il a un empêchement de dernière minute. Il va sans doute nous rejoindre. Donc, je me ferai fort de vous présenter Internet Society brièvement, en moins de 3 minutes. Et puis, peut-être en divers, après la formation, on pourra revenir sur des questions que vous aurez éventuellement. Et donc, Internet Society est une organisation internationale de bénévoles qui initie des activités à travers le monde pour réduire la fracture numérique et faire percevoir Internet comme une force pour nos sociétés, mais une force orientée vers le bien. De ce fait, nous combattons toutes les dérives liées à l'utilisation de l'Internet et mettons en œuvre des actions afin d'améliorer avec les dirigeants de nos pays la couverture Internet dans le monde ainsi que la sécurité qui doit prévaloir sur Internet. Internet Society a été créé en 1992 aux États-Unis et est représenté aujourd'hui dans plus de 110 pays, dont la Côte d'Ivoire. Le site Internet multilingue de Internet Society est www.internetsociety.org. www.internetsociety.org. C'est un site qui est assez bien fourni. Vous trouverez tout type d'informations concernant nos missions, nos visions et les activités que nous avons déjà organisées. Également, vous trouverez aussi la manière dont nous sommes structurés au niveau de l'international et au niveau des chapitres qui sont dans les pays, les différents pays où Internet Society est représenté. En ce qui concerne Internet Society Côte d'Ivoire, après une période un peu confuse, nous préparons des élections pour renouveler les instances dirigeantes. Cela devrait pouvoir se faire avant 2025. Et pour le moment, j'occupe le poste de responsable des formations par intérim en attendant ces élections, car je compte me porter candidat à l'un des postes électifs de secrétaire général ou de président. Pour finir, je vais revenir au webinaire qui nous réunit
Il s'inscrit dans la droite ligne du plan d'action de Internet Society qui encourage non seulement des formations sur des technologies novatrices, mais également des collaborations avec d'autres organisations, dont celles qui sont dans le domaine du digital. À cet effet, je voudrais remercier mon aîné du lycée scientifique de Yamsoko, Dr Marie-Paul Koulibaly, qui a bien voulu organiser son emploi du temps pour participer à ce webinaire et intervenir éventuellement lorsqu'on lui donnera l'occasion. Merci beaucoup, Dr Koulibaly. Merci également aux responsables de l'APNA de nous avoir associés à ce projet de webinaire. Merci à tous les participants parce que c'est grâce à votre participation que nous pouvons mettre en œuvre les missions de Internet Society. Nous vous souhaitons un enrichissant moment de formation et d'échange. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hervé. Donc, pour l'organisation, pour tout ce qui est réactions, questions, commentaires, vous pouvez tout mettre en conversation. Et à la fin du webinaire, on reviendra sur cela. Et sans plus tarder, on peut démarrer. Donc, à vous, Mamoutou Aboubakar et Dr Koulibaly. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Merci Apna, merci Isok Côte d'Ivoire. Bienvenue à ce webinaire intitulé IA générative. L'objectif principal de ce webinaire est de démystifier l'intelligence artificielle et de vous montrer comment elle fonctionne dans les grandes lignes, mais aussi de vous montrer concrètement comment elle est utilisée actuellement dans les entreprises. Je suis Mamoutou Diarra, je suis chercheur en informatique et en cloud distribué chez Hive. Je suis aussi membre d'APNA. Dans ce webinaire, je serai accompagné par Aboubakar et par Dr Marie-Paul Koulibaly. Aboubakar, je te laisse te présenter brièvement. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aboubakar Abdou Maïga. Je suis data scientist au niveau du Centre africain d'excellence en bioinformatique et data science. Je suis chargé de mission et formation au niveau de la fédération APNA et membre d'APNA Mali. Et c'est avec un grand plaisir que je me suis joint à vous aujourd'hui. Je souhaite avant tout remercier le réseau APNA de m'avoir offert l'opportunité de présenter sur ce sujet passionnant. Merci. Merci Aboubakar. Docteur Marie-Paul, si vous pouvez vous présenter aussi brièvement. Merci à vous. C'est un honneur pour moi d'être avec vous pour présenter un peu ce que je partage. Je suis Marie-Paul Koulibaly, docteur en sociologie et spécialiste en études du développement, professional trainer d'un logiciel qui s'appelle Masculia, qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour moi cet honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tout un chacun. Merci à vous. Donc, sans plus tarder, commençons par une catégorisation des jargons qu'on rencontre souvent dans le monde de l'intelligence artificielle. En gros, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle ou de l'IA... Excuse-moi, Mamoutou, on ne voit pas le partage. Vous ne voyez pas le partage. Ici, c'est visible là. C'est autant pour moi alors. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon chez moi. Oui, c'est bon chez moi. Oui, c'est bon chez moi aussi. Ok. Ce que je disais, c'est que je voudrais bien commencer par une catégorisation des termes qu'on rencontre dans le monde de l'intelligence artificielle. En gros, lorsqu'on parle d'IA, en général, on rencontre plusieurs jargons. On a IA, machine learning, deep learning, Gen AI ou IA générative. Mais en gros, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est juste un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes intelligents qui sont capables d'imiter l'intelligence humaine. Et dans ce domaine, il y a plein de sous-domaines. Comme sous-domaine, il y a le machine learning, dont l'objectif vise à entraîner des modèles. Donc, un modèle, c'est juste une fonction mathématique. On va revenir sur ça un peu plus tard dans la présentation. Entraîner des modèles pour pouvoir faire des prédictions.
Et aussi dans le machine learning, il y a un sous-domaine qui s'appelle deep learning, qui vise à entraîner des modèles plus complexes basés sur des réseaux de neurones, des réseaux de neurones artificiels pour pouvoir faire des prédictions encore plus complexes, comme la reconnaissance d'images, la traduction de textes, la complétion de textes. Les neurones artificiels aussi sont des fonctions mathématiques. On va revenir sur ça aussi un peu plus tard dans la présentation. Et enfin, on a l'IA générative, ou en anglais Gen AI, qui se trouve qu'il y a aussi un sous-domaine du deep learning, dont l'objectif est d'entraîner des réseaux de neurones artificiels, la même chose que le deep learning, mais l'objectif premier est de pouvoir générer de nouveaux contenus. Donc, utiliser des réseaux de neurones complexes pour pouvoir créer de nouveaux contenus à partir de contenus déjà existants. Donc, on a la génération d'images, la génération de textes, etc. Donc, à travers cette explication, on peut résumer à dire que l'intelligence artificielle consiste à utiliser des modèles mathématiques, des concepts mathématiques et de larges volumes de données pour pouvoir faire des prédictions. Pour faire cela, il y a deux phases essentielles dans l'intelligence artificielle en général. La première phase s'appelle l'entraînement, l'apprentissage ou le learning. Donc, pendant cette phase, on prend un modèle, une fonction mathématique, on l'entraîne avec des données pour qu'il puisse faire des prédictions. Par exemple, au départ, on peut prendre un modèle qui ne sait pas comment faire des opérations mathématiques. Donc, le modèle ne saura pas nous répondre si on lui demande 1 plus 1 égale à combien. Donc, après une phase d'entraînement, le modèle peut être utilisé pour faire des prédictions. Donc, le modèle peut maintenant prédire la valeur de 1 plus 1 et il va donner 2, par exemple. Donc, on parle de modèle. C'est quoi exactement un modèle? C'est, comme je l'ai dit, c'est juste une fonction mathématique. Mais pour rentrer plus en détail, c'est une fonction mathématique avec des paramètres, des entrées et une sortie. Comme par exemple une fonction simple, une fonction linéaire simple de la forme y à ax plus b est un modèle de machine learning. Donc ici, si on suit cet exemple aussi, l'entrée, c'est une valeur qu'on connaît. La sortie, c'est la valeur qu'on cherche à prédire. Donc lorsqu'on prend cette équation, la valeur qu'on connaît, c'est x. On peut dire que c'est x. Disons, ça peut représenter une valeur qu'on connaît. Et y, la sortie ou la prédiction. Donc, il y a aussi les paramètres A et B qui vont influer sur le résultat de la prédiction. Donc, pour les modèles, pour les problèmes complexes, on utilise des réseaux de neurones artificiels. Donc, pour comprendre un neurone artificiel, on va prendre l'exemple sur un neurone humain. À gauche, on peut voir l'image d'un neurone humain. Et dans un neurone humain, on a des entrées ou des dendrites qui permettent aux neurones de recevoir des signaux électriques. Et à la sortie, on a un axone qui est utilisé pour véhiculer le résultat du traitement que les neurones a fait. Donc, pour illustrer ça, ce que les scientifiques ont proposé, c'est une fonction qui s'appelle le sigmoïde. Et cette fonction aussi prend des valeurs à l'entrée et retourne une sortie. Et la sortie, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, ce qui permet à peu près de simuler une impulsion électrique. Donc, pour des problèmes complexes, on utilise des réseaux de neurones, c'est-à-dire plusieurs niveaux, plusieurs couches de neurones, comme ce qui se trouve dans le cerveau humain. Donc, les sorties sont connectées à des entrées d'autres neurones artificiels, ce qui permet de résoudre des problèmes très complexes. Maintenant qu'on a compris c'est quoi un modèle de façon globale, on peut s'intéresser maintenant à la phase d'entraînement ou à la phase de learning. Donc, pendant la phase d'entraînement, ce qui se passe, c'est qu'on a un modèle qui n'est pas entraîné, donc un modèle qui a des paramètres, mais ces paramètres n'ont pas de valeur. Et on a aussi beaucoup de données, et on veut entraîner le modèle de telle sorte que les paramètres reflètent les données qu'on a. Donc, on utilise un algorithme d'entraînement qui va se charger de trouver les bons paramètres en se basant sur les données. Et à la fin, on aura un modèle entraîné. Donc, on va prendre un exemple très simple. On va dire qu'on est à Bamako et qu'on veut louer un appartement dans un nouveau quartier. Et dans ce quartier, on s'est renseigné, on a trouvé le prix de plusieurs appartements. On a trouvé qu'un appartement qui a une chambre est loué à 30 000 francs CFA en moyenne, deux chambres, 65 000 francs CFA, et ainsi de suite.
Et nous, ce qu'on veut, c'est louer un appartement qui a 10 chambres. Et malheureusement, on n'a pas trouvé d'informations précises à ce sujet. Donc, après ça, ce qu'on essaie de faire, on s'est dit que, OK, vu qu'on n'a pas d'informations sur un appartement qui a 10 chambres, on va essayer de mettre en place un système d'intelligence artificielle pour pouvoir prédire le loyer d'un appartement qui a 10 chambres. Donc, ce qu'il nous faut au départ, c'est choisir un modèle. Donc, pour ces problèmes, on va dire qu'on va choisir un modèle très simple, une fonction linéaire, y égale à x plus b. Et ici, il faut qu'on choisisse c'est quoi nos inputs, c'est quoi nos entrées, c'est quoi nos sorties. Donc, ici, on cherche à prédire la valeur le prix du loyer. Donc, en gros, on va dire que la sortie, c'est le prix du loyer, la valeur qu'on cherche à déterminer. Et l'entrée, c'est le nombre de chambres. Bon, le nombre de chambres, on connaît ça déjà. Donc, on a nos Y sont les loyers, les X sont le nombre de chambres. Donc maintenant, même avec ça, on ne peut pas faire de prédiction, vu que dans notre fonction, il nous manque encore A et B. Donc, le rôle de l'entraînement maintenant, c'est de chercher la bonne valeur de A et B qui valide les exemples qu'on a. Donc, une valeur de A et B qui valide 30 000 francs, qui valide 65 000 francs, qui valide 180 000. Donc, on va donner tout ça à un algorithme d'entraînement. Et à la fin, l'algorithme d'entraînement, il nous donne une fonction qui ressemble à ça. Donc, il nous donne une fonction avec les bonnes valeurs de A et de B. Donc, ça, après ça, ça veut dire qu'on a terminé la phase d'entraînement. On peut passer à la phase de prédiction. On a un modèle qui est déjà entraîné. Maintenant, pour prédire le loyer de notre appartement qui a 10 chambres, il suffit juste de remplacer l'entrée par 10. Donc, ici, l'algorithme nous donne 480 000. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de prédiction. Maintenant, on peut passer à l'IA générative. On a parlé un peu de l'IA en général, l'intelligence artificielle en général. Lorsqu'on parle d'IA générative, le terme générative, ça dénote le fait que l'IA générative est utilisée pour créer de nouveaux contenus. Donc, la prédiction, c'est une prédiction autorégressive. Elle permet de créer de nouveaux contenus à partir de contenus existants. Donc, pour cela, aujourd'hui, ce qui est utilisé, les types de modèles qui sont utilisés sont appelés des modèles de fondation. Donc, c'est des modèles qui sont entraînés sur de très larges volumes de données et qui peuvent être adaptés à plusieurs tâches. Donc, comme exemple d'IA générative, d'application d'IA générative, on a ChatGPT, on a Gemini, on a Photon aussi, qui sont beaucoup utilisés en ce moment. En ce qui concerne les modèles de fondation, comme je l'ai dit, ils sont utilisés, ils sont entraînés sur de larges volumes de données, plusieurs types de données, des données sur Internet, des images. Donc, ils peuvent être utilisés pour faire de l'analyse d'émotions, pour faire de la génération de textes, pour faire de la génération d'images. En gros, on peut les utiliser pour faire n'importe quel type de tâche. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on trouve ces modèles, la plupart de ces modèles sont open source. Par exemple, il y a Mistral, il y a les modèles de Meta, les modèles de la catégorie Llama, GPT, Bloom, Falcon. Et tous ces modèles sont open source. On peut les trouver sur un site qui s'appelle Ringface, qui est un repo pour les modèles open source. Donc maintenant, sachant tout cela, pourquoi maintenant on parle, aujourd'hui on parle beaucoup de Gen AI. Qu'est-ce qui a causé ça? L'IA générative c'est pas un nouveau domaine. L'IA aussi n'est pas une discipline nouvelle. C'est le fait que dernièrement, il y a eu des progrès significatifs dans la génération de langage, dans la compréhension des modèles. Donc, c'est ce qui a poussé les gens à s'intéresser davantage au domaine. Et aussi, il y a le fait qu'on a des modèles qui sont open source, qui peuvent être adaptés à n'importe quel type de tâche. Donc, que ce soit la génération de texte, que ce soit la génération d'images, ou n'importe quel autre type de tâche. Par exemple, demander à un modèle de parler comme un prêtre ou de parler comme un imam, tout ça, c'est possible. Donc, après, on a aussi la partie qui intéresse les entreprises, c'est le déploiement privé.
Donc, on a parlé des applications d'IA générative comme ChatGPT. Donc, ces modèles sont déployés chez un provider, mais dans le contexte privé, une entreprise veut que ces données restent dans l'entreprise. Donc, le fait qu'on a des modèles open source, n'importe quelle entreprise peut prendre un modèle, déployer le modèle dans son entreprise et l'utiliser seulement pour son entreprise. Donc, les données ne vont pas aller sur Internet ou ne vont pas aller chez ChatGPT, par exemple. Donc, après ça, il convient aussi d'expliquer, de parler des modèles d'intelligence artificielle dans la vraie vie. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a les modèles très simples que j'ai expliqués pour donner des exemples. Dans la vraie vie, un modèle d'intelligence artificielle est composé de plusieurs milliards à plusieurs trillions de paramètres. Donc, ce n'est pas seulement A et B. Pour déployer ce type de modèle, il faut des ressources de calcul énormes, notamment les GPU. À titre d'exemple, par exemple, GPT-4 a plus de 2 trillions de paramètres. Donc, pour déployer ce type de modèle sur des GPU, il faut environ 8 TB de GPU, ce qui équivaut en termes de prix à plus de 2 millions d'euros, seulement en termes de carte graphique. Donc, l'intelligence artificielle, disons, les langages, les modèles de fondation, les modèles très larges, pour les déployer, il faut énormément de ressources. Mais il y a aussi des modèles qui sont légers, qui peuvent être déployés sur des équipements qui ne sont pas très, très performants. Donc, ce qui nous ramène au GPU, aux cartes graphiques. Donc, lorsqu'on rentre dans le monde de l'IA, on va beaucoup entendre parler de cartes graphiques, de CUDA, ce genre de concept. La carte graphique dans le monde de l'intelligence artificielle est intéressante parce qu'elle est optimisée pour faire des calculs matriciels. À la base, les cartes graphiques ont été créées pour traiter les images. Les images aussi sont des matrices. Donc, à la base, elles sont optimisées pour faire des calculs matriciels. Dans l'IA, les entrées, comme je l'ai dit, il y a plusieurs entrées. Par exemple, lorsqu'on veut prédire ou générer une image, ça veut dire qu'en entrée, on veut, par exemple, reconnaître une image. En entrée, on va donner des pixels. Par exemple, une matrice, c'est plusieurs entrées. Et à la sortie aussi, on va essayer de générer quelque chose, des pixels. Et au milieu, on a les paramètres. Donc, ces paramètres aussi sont des matrices, puisqu'il y a plusieurs paramètres. Donc, on fait en gros des calculs matriciels. Et lorsqu'on fait ça sur les processeurs, sur les CPU classiques, ça prend énormément de temps, que ce soit au niveau de l'entraînement ou au niveau de l'inférence. Donc, maintenant, c'est pour ça que les GPU, les cartes graphiques sont comme l'or de l'intelligence artificielle. Maintenant, je vais passer la parole à Aboubacar, qui va nous parler de quelques cas concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle. Aboubacar, à toi. Merci Mamoutou de m'avoir donné la parole. Il est temps d'explorer quelques domaines où l'IA est déjà en train de révolutionner nos pratiques et d'apporter des avancées considérables. Commençons par un secteur où l'IA a un impact direct et tangible sur nos vies quotidiennes. La santé. La santé, l'intelligence artificielle transforme profondément le domaine médical en permettant des diagnostics plus précis et personnalisés. Elle aide non seulement à analyser des images médicales comme les radiographies et les IRM, mais aussi à prédire les maladies, à ajuster les traitements aux besoins des patients et à gérer les ressources hospitalières de manière plus efficace. Comme quelques cas d'exemple, nous avons la détection du cancer, l'optimisation des ressources hospitalières grâce à des systèmes prédictifs qui ajustent le personnel selon le nombre de patients. Après avoir vu comment l'IA révolutionne le domaine de la santé, passons maintenant à un autre secteur clé où elle joue un rôle tout aussi central, qui n'est autre que la vision par ordinateur. La vision par ordinateur permet aux machines de percevoir et d'interpréter visuellement le monde qui les entoure. Ce domaine de l'IA est particulièrement utile pour l'analyse d'images et de vidéos.
Que ce soit pour la reconnaissance faciale, l'identification d'objets ou l'analyse d'images médicales, les applications sont nombreuses. Par exemple, la reconnaissance faciale est déjà utilisée dans les systèmes de sécurité, tandis que dans le secteur de la santé, la vision par ordinateur permet de détecter des anomalies sur des images médicales pour un diagnostic plus rapide. Après avoir exploré la vision par ordinateur, intéressons-nous maintenant à un domaine autre où l'IA fait des merveilles, le marketing. L'intelligence artificielle redéfinit le marketing en offrant aux entreprises des outils puissants pour mieux comprendre les comportements des consommateurs. Elle permet de créer des publicités personnalisées, d'analyser des tendances du marché et d'optimiser les recommandations de produits. Tout cela se traduit par une meilleure satisfaction client et de meilleures performances financières pour les entreprises. L'IA est donc un levier indispensable pour maximiser l'engagement client dans le marketing moderne. Comme exemple, nous pouvons citer les publicités ciblées, l'analyse de sentiments. Enfin, après avoir vu l'impact de l'IA dans le marketing, tournons-nous vers le domaine du commerce, où elle améliore non seulement l'expérience client, mais aussi la gestion des stocks. Dans le secteur du commerce, l'IA est un outil précieux pour anticiper la demande des clients et optimiser la gestion des stocks grâce à l'analyse des habitudes d'achat. Elle peut proposer des produits pertinents à chaque client, ce qui améliore à la fois les ventes et la satisfaction globale des entreprises, comme Amazon utilise des algorithmes d'IA pour recommander des produits adaptés aux préférences des clients, garantissant ainsi une expérience d'achat fluide. Comme exemple, dans le domaine du commerce, nous avons les systèmes de recommandation qu'on trouve généralement chez Amazon et chez Netflix aussi. Aussi, les prédictions des tendances d'achat pour ajuster le niveau des stocks. Donc, ces quelques exemples illustrent clairement comment l'intelligence artificielle transforme des secteurs variés tels que la santé, la vision par ordinateur, le marketing et le commerce. Donc, elle ouvre la voie à des innovations continues, améliorant à la fois les processus et les résultats dans chaque domaine. Maintenant, explorons quelques cas d'utilisation concrets de l'intelligence artificielle générative en entreprise. Aujourd'hui, l'IA ne se contente plus de prédire les tendances, elle devient un outil indispensable pour automatiser les tâches, améliorer l'efficacité et optimiser le processus dans plusieurs domaines. Voyons cela de plus près. Commençons par un domaine où l'IA générative montre toute sa puissance, la création de contenu marketing. Grâce à des outils comme Jasper et Copy.ai, les équipes marketing peuvent désormais produire du contenu de qualité à une vitesse impressionnante. Ces solutions basées sur des algorithmes d'apprentissage automatique permettent de rediriger des articles de blog, des descriptions de produits et en même temps des publications pour les réseaux sociaux, tout en respectant la voix de la marque. Par exemple, Jasper est capable de générer en quelques minutes des articles optimisés pour le SEO, réduisant ainsi la charge du travail des rédacteurs et augmentant leur productivité. Après avoir vu comment l'IA facilite la création de contenu marketing, tournons-nous vers une autre application cruciale qui n'est autre que la création de contenu pour la communication. L'IA générative n'est pas seulement utile pour les textes, elle révolutionne également la création de visuels dans le cadre de la communication interne et externe des entreprises. Des outils comme Canva utilisent des modèles d'IA pour générer des visuels adaptés aux présentations internes, tandis que Luca aide à concevoir des logos et éléments graphiques pour le branding. Pour les réseaux sociaux, DALL-E permet de générer des images à partir de simples descriptions textuelles, rendant la communication plus créative et percutante. De plus, des plateformes comme Vince facilitent la création de bannières et affiches pour promouvoir des événements, rendant la communication visuelle
à la fois rapide et engageante. Après avoir exploré les applications dans la communication, intéressons-nous à un autre domaine où l'IA joue un rôle clé, l'automatisation du service client et du support. L'IA générative permet également d'améliorer l'efficacité du service client grâce à des chatbots comme ChatGPT, Zendesk. Les entreprises peuvent automatiser les réponses aux questions courantes des clients, libérant ainsi les équipes de support des tâches répétitives. Ces chatbots sont capables de traiter des demandes simples comme les horaires d'ouverture ou les politiques de retour, tout en orientant les clients vers des agents humains pour des questions plus complexes. Un exemple concret que nous aurons l'honneur de découvrir à la fin de cette présentation est l'assistant Baobab développé pour les réseaux APNA. Cet assistant est conçu pour répondre aux besoins des membres et améliorer l'expérience utilisateur en offrant des réponses rapides tout en optimisant les ressources du réseau. Passons maintenant à une autre application de l'IA qui concerne directement les équipes techniques, l'assistance à l'écriture du code. Dans le domaine du développement logiciel, des plateformes comme GitHub Copilot et Blackbox AI viennent en aide aux développeurs en suggérant des lignes de code basées sur le contexte et les commentaires. Ces outils augmentent la productivité en réduisant le temps nécessaire à l'écriture de code et en minimisant les erreurs. Par exemple, un développeur peut commencer à écrire une fonction et recevoir des suggestions pertinentes à la partie de GitHub Copilot, accélérant ainsi le processus de développement et en améliorant la qualité du code. En parlant d'efficacité, voyons comment l'IA peut transformer le processus d'onboarding des nouveaux employés. L'intégration des nouveaux employés est un processus essentiel pour les entreprises et l'IA générative peut rendre ce processus plus personnalisé et efficace. Des plateformes comme EdApp et Docebo utilisent des algorithmes pour créer des modules de formation sur mesure adaptés aux besoins individuels des nouveaux collaborateurs. Par exemple, un nouveau vendeur peut recevoir une formation spécifique au produit qu'il devra vendre, avec des scénarios interactifs et des quiz pour renforcer l'apprentissage. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'assurer une meilleure assimilation de connaissances. Enfin, voyons comment l'IA aide à automatiser la création de rapports et d'analyse. L'IA générative est également très utile dans l'analyse des données. Des outils comme Narrative Science et Tableau transforment des ensembles de données complexes en rapports narratifs faciles à comprendre, permettant aux décideurs d'extraire des informations précieuses en un clin d'œil. Par exemple, une entreprise peut générer automatiquement des rapports hebdomadaires de performance grâce à ces solutions, réduisant ainsi le temps passé à créer des présentations manuelles et laissant plus de place à l'analyse stratégique. En conclusion, ces exemples montrent que l'intelligence artificielle générative a un potentiel immense dans divers aspects des opérations d'entreprise, que ce soit pour créer du contenu, améliorer le support client, assister les développeurs ou automatiser les rapports. L'IA permet de gagner du temps et d'optimiser des ressources. Merci pour votre attention. Je vais passer la parole à Mamoutou. Mamoutou? Merci Aboubakar pour ton intervention. Merci. Maintenant, je passe la parole à Dr Marie-Paul Coulibaly pour son intervention, pour qu'elle nous parle de sa structure et de comment il utilise l'intelligence artificielle. Madame Dr Marie-Paul, c'est à vous. Merci beaucoup à vous, Maïga et à Youssouf et les autres. Merci pour cette brillante présentation. Alors moi, je vais aller sur des éléments qui concernent le logiciel MassQDA. Je suis moi-même responsable d'un organisme de formation professionnelle, donc pour le renforcement des capacités des entreprises et aussi pour l'atteinte des objectifs individuels.
Alors, le logiciel MassQDA s'inscrit dans le domaine, certes, de la recherche, mais depuis un an, il est couplé à l'intelligence artificielle avec le ChatGPT qui permet de pouvoir accélérer l'analyse de données. Alors, en quoi est-ce que ce logiciel pourrait intéresser des entreprises? Alors, le logiciel en lui-même permet de pouvoir organiser, analyser et présenter. Donc, dans la visualisation, c'est très, très intuitif. Donc, la prise en main est très facile et de toutes sortes de données. Alors, par rapport à l'étendue que offre l'intelligence artificielle en allant sur les différents sites Internet, toutes les open source qu'il pourrait recueillir, le logiciel MassQDA reste restreint à la commande que vous faites de seulement vos données précises de ce que vous avez. Donc, quand on parle de données, on parle de vos vidéos, de vos rapports, de tout ce qui est texte et autres audio ou même un site web. Et ça permet de pouvoir retirer l'information précise puisque la question au niveau de la recherche, moi-même en tant que chercheur, au niveau universitaire, nous travaillons beaucoup sur l'exactitude des données et les sources. Donc, il faut que les données soient fiables. Donc, il faut qu'on ait la prise en main sur la véracité et qu'il n'y ait pas de plagiat. Du coup, en manipulant les propres données, on restreint vraiment l'intelligence artificielle à se cantonner justement sur ce qu'il nous intéresse. Alors, juste parmi tant de fonctionnalités de ce logiciel, ce qui peut être intéressant, comme disait tout à l'heure le précédent interlocuteur, c'est pour pouvoir faire des résumés, des prises de notes. Vous pouvez enregistrer et puis même s'il y a plusieurs personnes qui prennent la parole, vous pouvez enregistrer, vous pouvez faire des rapports. En même temps, vous pouvez imprimer directement votre rapport avec les différentes pages et vous pouvez visualiser. Donc, ça fait les résumés automatiques, ça fait des paraphrases, ça permet de pouvoir faire aussi l'analyse de données, avoir des suggestions parce que quand vous avez un texte que vous devez faire rédiger un rapport, vous ne savez pas comment est-ce que vous devez intituler le paragraphe, il va vous faire des suggestions, il va vous donner des lexiques, il va permettre aussi de faire la transcription automatique. Donc, par exemple, nous sommes dans ce webinaire, si on termine, on peut avoir directement, et la fiabilité est quand même testée en fonction de, vous savez, nos accents, en fonction de nos origines et de notre langue, diffèrent d'une région à une autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Et avec ce logiciel MassQDA, on arrive quand même à détecter. Moi, je sais que, par exemple, moi, je suis d'origine ivoirienne. L'accent ivoirien est tellement fort que parfois, ce n'est pas tout le temps perceptible. Et on peut même modifier aussi des vocabulaires à l'intérieur pour permettre derrière au programme de savoir que, voilà, si je dis un mot, par exemple, dans le l'argot ivoirien, le nouchi, si je dis bo, il va savoir que le bo s'écrit G-B-O, accent grave ou bien avec une phonétique. Donc, c'est à nous de lui donner réellement le dictionnaire qui correspond un peu à ce qui... Donc, pour ceux qui font des enquêtes, ceux qui font du journalisme, pour ceux qui sont dans des entreprises d'audit, il permet aussi de pouvoir faire le travail avec des données d'enquête et ça travaille sur des données qualitatives comme quantitatives. Alors, je vais vous faire juste une petite démo, comme j'ai juste quelques minutes qui me restent. Alors, là, j'ai ouvert déjà le logiciel. Je vais importer quelques documents qui m'intéressent pour pouvoir les analyser. Là, je vais importer, par exemple, 2 documents que je voudrais analyser à travers le logiciel. Et je vais aussi importer quelques images. Je peux importer aussi des vidéos comme je veux. Et là, je peux aller chercher à partir de données YouTube. Par exemple, ici, j'ai sélectionné un débat qui représente un peu le clou d'une réunion, un débat sur qui sont les intellectuels africains et quel rôle doivent-ils jouer. Alors, je récupère et je viens l'importer là. Et ça me permet de pouvoir aussi travailler sur les commentaires. Donc, ceux qui sont surtout dans l'analyse des tendances, pour savoir si un produit au niveau marketing fonctionne, on peut aller chercher des informations sur Internet et en quelques secondes, il va me donner la transcription automatique de tout ce qui a été emmené et il va codifier, c'est-à-dire il va classer
tout ce qui est commentaire à l'intérieur. Et après, c'est à moi de décider, est-ce que je voudrais travailler sur le contenu simplement du texte ou bien je voudrais travailler simplement sur la transcription. Donc, en choisissant par exemple un élément que j'ai importé, je peux demander simplement qu'il me résume simplement cet article qui est améliorer les politiques d'emploi. Donc, l'IA va me permettre de simplement résumer directement mon document. Et si je n'ai pas le temps de lire, je peux prendre par exemple un dossier qu'on me donne, je n'ai pas le temps de lire, je vais avoir juste ça. Je peux discuter simplement avec l'intelligence artificielle ici pour lui demander simplement de me donner des éléments. Là, il a des limites dans les éléments. Donc, je peux simplement lui demander quelles sont les questions, sont les rôles des intellectuels. Et là, il ne va pas aller chercher ailleurs, il va chercher simplement ici. Donc, s'il y a une question qui me taraude l'esprit, que je dois pouvoir répondre à cette question directement à travers le logiciel, il va me donner la réponse selon ce qui est indiqué, il va me donner les sources. Donc, par exemple, il va me donner ici et il va me faire. Donc, je peux lui demander aussi de me rédiger un article. Donc, il a repéré les passages du texte où se trouvent ces éléments. Donc, ils doivent contribuer à la reconnaissance. Alors, où est-ce qu'il a pris ça? Quelle est l'idée générale? Et ça permet de pouvoir vérifier l'information. Une autre chose que je montre en dernière chose ici, c'est par rapport au Smart Publisher. J'ai une rencontre, je ne sais pas comment faire, alors je vais lui demander simplement, il va me donner dans ce que j'ai des réponses que je voudrais publier. Donc, je vais choisir quelques contenus que je vais marquer. Je vais prendre 2-3 choses que je vais marquer ici en codant le rôle. Voilà. Je vais aller prendre un autre élément qui m'intéresse, qui va être ici le profil des profils des intellectuels. Donc, je le fais en 2 minutes. Je vais aller chercher encore ici, dans ce document, un élément sur les données d'enquête, sur l'emploi. Donc là, je suis en train de catégoriser les paragraphes et lui-même, il peut me suggérer un résultat sur l'emploi. Alors, quand je vais retourner dans mon Smart Publisher, je vais prendre juste ces données que je vais lui demander, que je voudrais qu'il me les donne dans cette combinaison de segments. Et je vais lui donner un titre qui s'appelle le rapport sur les intellectuels africains et l'emploi. Alors, je peux donner un sous-titre, mais je vais peut-être mettre juste une image des intellectuels que j'ai importés, et puis je vais mettre un peu, par exemple, un bâtiment, et puis je vais mettre ici, ben, c'est sorti un peu de notre travail collaboratif du webinaire sur l'IA. Et je vais mettre ici, je mettrai peut-être Isaac, Abnar, voilà, par exemple. Et puis, je vais faire ressortir directement ce rapport qui va m'être placé ici dans mon desktop. Je vais aller le récupérer. Et voilà, j'ai mon rapport qui va ressortir ici. Voilà. Donc, j'ai mon rapport avec les pages, la page de garde. Je vais juste agrandir un peu pour ceux qui ne pourront pas bien visualiser. Voilà, qui va sortir avec les éléments qui seront codés dans le texte, c'est-à-dire qui seront répertoriés, qu'est-ce qui a été dit où, et voilà.
Donc, ce logiciel, c'est vrai qu'il est payant, mais il donne la possibilité à des personnes qui veulent apprendre avec un professionnel trainer. Il y en a plusieurs, mais en langue francophone, nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes peut-être deux, une qui est au Canada et moi. Et donc, selon vos besoins des entreprises et autres, et la prise en main est très, très, très facile. En 3 heures de temps, vous pouvez choisir de pouvoir faire un apprentissage. Il y a plein d'outils qui a été créé en Allemagne par des professeurs, moi-même étant un fruit de l'université allemande. Donc, vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup de choses pour faire des mémoires, pour faire des présentations, pour faire des conférences, pour pouvoir présenter vos bilans de fin d'année, même les bilans d'audit financiers, narratifs, et voilà. Donc, il y a d'autres fonctionnalités, on n'aura pas le temps de les montrer là, et c'est ce que je voudrais vous partager de manière succincte sur ce logiciel. Merci à vous. Je repasse la parole à M. Mamouto. Merci, M. Maïga. Merci, Dr. Marie-Paul. C'était très enrichissant. Je vais partager mon écran pour pouvoir montrer l'application, pouvoir parler du RAG, et de montrer la démo qu'on a préparée pour ce webinaire. Partager mon écran. Okay. Okay. Ok. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Ok, super. Merci. Donc, en gros, on a parlé des exemples d'application de l'IA. Merci à Boubacar et à Dr. Marie-Paul. Il y a aussi une application dans les entreprises qu'on appelle le RAG, ou Retrieval Augmented Generation. L'idée du RAG est de ne pas entraîner le modèle avec des données de l'entreprise, parce que l'entraînement des modèles, ça prend du temps, ça peut prendre des mois, ça nécessite beaucoup de ressources de calcul. Et des fois, à la fin de l'entraînement, il y a toujours ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, le modèle se perd dans les données et raconte des textes qui donnent des phrases qui n'ont pas de sens. Donc, pour éviter tout ça, c'est qu'il y a une approche qui a vu le jour qui s'appelle RAG. L'idée du RAG, c'est d'ingérer des documents de l'entreprise. Disons dans une entreprise, on a des documents sur la création de l'entreprise, il y a des documents sur le fonctionnement de l'entreprise, sur les employés. Donc, il y a plein de documents. Donc, ce qu'on fait, on prend ces documents, on les donne, on les découpe en plusieurs morceaux qu'on appelle des chunks. Donc, ces morceaux, on les appelle d'un contexte. Et ces morceaux, on les stocke dans une base de données qui est une base de données vectorielle. Ça veut dire qu'il y aura une représentation vectorielle de cette donnée. Donc, celle-ci est utilisée après pour accélérer la partie recherche. Donc, ces contextes sont stockés dans une base de données. Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, donc, on fait une application et on donne la possibilité aux utilisateurs de pouvoir poser des questions. Donc, lorsqu'un utilisateur de l'entreprise pose une question, on prend la question, on crée une représentation vectorielle de la question et on fait ce qu'on appelle une recherche de similarité dans notre base de données. Cette recherche de similarité nous permet de retrouver le contexte qui se rapproche le plus de la question. Donc, si on pose la question, par exemple, qui est le CTO ou qui est le président de l'entreprise? Peut-être que dans nos documents, il y a un document qui parle de ça, qui parle du président et du CTO, qui parle des membres de l'entreprise. Donc, normalement, la partie similarity search va retourner des passages, les passages les plus pertinents qui parlent de ça. Donc, après cette phase, on va créer un prompt. Donc, un prompt, c'est juste un message qu'on donne en input à un modèle. Donc, ça peut être un message comme salut, ça va. Mais ça peut être aussi un message qui comporte des instructions.
dire au modèle de faire ceci, de faire cela, en gros, de contrôler le comportement du modèle. Donc, dans le prompt, ce qu'on va mettre, on va dire au modèle de répondre à la question originale de l'utilisateur, par exemple, qui est le président de l'entreprise X, en fonction des contextes qu'on a trouvés dans notre base de données. Donc, ça veut dire que le modèle ne va pas aller chercher ça sur Internet. Il va répondre, il va nous générer du texte en fonction des documents qu'on a. Donc, la dernière phase, le modèle va générer une phrase compréhensible et il va envoyer ça aux utilisateurs comme réponse. Donc, c'est ce qui résume le principe du RAG. Et aujourd'hui, ça fait parler, ça fait beaucoup parler. C'est beaucoup utilisé dans les entreprises parce que ça permet d'automatiser plein de choses, par exemple le service client. Donc, si on a les informations sur nos produits, on met ces informations, on documente tout, on les met quelque part, on les injecte dans une base de données et après, on n'aura plus besoin d'intervenants humains. Donc, on peut si la réponse à la question existe déjà, le modèle peut se débrouiller pour générer quelque chose pour répondre à la question. La mise en place n'est pas trop compliquée parce que ça ne nécessite pas d'entraînement. Donc, pour montrer un exemple de RAG, à Apna, on a fait un assistant virtuel, on a appelé Baobab. Et cet assistant virtuel, il a ingéré les données, quelques documents officiels de l'APNA. Donc, on peut lui poser des questions sur l'APNA, qui est le président de l'APNA, quels sont les membres de l'APNA, comment rejoindre l'APNA, n'importe quel type de questions qui concerne l'APNA. Il est censé pouvoir répondre à ces questions. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer une démo. Ok, juste arrêter le partage. Share, clear window, screen. Ok, dites-moi si vous voyez mon écran. Super. Oui. Merci. Donc, en gros, c'est ça. Bon, c'est une application. Pour le moment, c'est assez simple en termes de design. C'est ce qu'on a appelé Baobab. Ça permet de répondre aux questions qui sont liées à Apna. Et ça utilise derrière l'approche RAG pour pouvoir faire ça. Par exemple, je vais lui demander qui es-tu, par exemple. Disons qu'un client, un membre potentiel de l'APNA est allé sur le site de l'APNA et il veut avoir les informations sur l'APNA. Donc, il veut avoir des informations précises qu'on n'a pas forcément sur le site. Donc, il va demander, par exemple, à cet assistant qui es-tu. Donc là, il va dire que je suis Baobab, l'assistant virtuel de l'APNA. Je suis ravi de vous rencontrer et de partager mes connaissances sur l'APNA. Donc, je vais lui demander c'est quoi exactement l'APNA. De partenariat de développement des acteurs du numérique, hein, ainsi qu'encourager l'adoption des technologies numériques en Afrique, former la jeunesse. Donc tout ça, disons que c'est dans nos textes. Donc, je vais lui poser une question précise. Je vais lui dire je vais lui demander qui est Ibrahim Thiero, par exemple. Donc, je vais me dire qu'Ibrahim Thiero est le président de l'association pour la promotion numérique en Afrique. Donc, ou par exemple, comment rejoindre l'APNA, ou comment devenir membre, par exemple. Comment devenir membre, ce genre de questions. Donc, il peut répondre à ce type de questions. Ça, c'est un exemple concret. C'est pas, la mise en place n'est pas compliqué. Le seul truc, disons que le seul problème qu'on peut avoir pour la mise en place d'un système comme ça, c'est les ressources de calcul. Parce qu'actuellement, on utilise des GPU. Donc, le modèle est hébergé sur Hive Compute, chez l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, si on a des machines, même si ce n'est pas des serveurs très performants, on peut toujours se débrouiller pour partager, par exemple, pour casser un modèle très, très large entre plusieurs machines. C'est ce qu'on appelle le pipeline parallélisé. Donc, en gros,
tant qu'on a un peu de ressources, c'est faisable. Donc, je vais revenir à la présentation. Ok. Donc, ceci, après ça, donc, ceci met fin à la présentation sur l'intelligence artificielle. Merci d'avoir participé, de vous avoir connecté sur le webinaire. Je laisse la parole à Youssouf. Merci beaucoup à vous pour ces présentations. Donc, on peut passer aux questions. On peut prendre quelques questions avant de mettre fin au webinaire. Donc, il y avait une première question. Si le support était disponible, oui, le support sera disponible. Donc, une version PDF sera envoyée. Il y a une question pour Dr. Koulibaly. Est-ce que Max CUDA utilise le multimodal RAG? N'étant pas moi-même férue de tout ce qui est conception et autres, je cherchais l'information, je n'ai pas trouvé l'information, mais Ok. ce que je sais, c'est que ça travaille avec le chat GPT, mais derrière, comme je ne connais pas le multimodal, RAG, je vais poser la question aux développeurs, mais si vous avez une idée, vous pourrez me dire à partir de ce que vous avez vu. Ce serait plus intéressant d'avoir la réponse maintenant, mais je pourrais poser la question aux développeurs qui me diront ce qu'il en est. Et vous revenir, si j'ai le mail de la personne, je pourrais lui répondre dans la semaine. Très bien. Mais je vous laisse, si vous avez une idée déjà, voilà. Je pense que je vais essayer je vais prendre la question. J'ai une idée là-dessus, mais c'est un logiciel qui utilise ChatGPT. Donc, la personne veut savoir si ça utilise un modèle multimodal. En gros, un modèle multimodal, c'est un modèle qui prend plusieurs types d'input. Il peut prendre du texte en input, il peut prendre des images en input, il peut prendre des vidéos en input, pas seulement une seule forme d'input. Donc, en gros, ça utilise le multimodal parce que d'après ce qu'on a vu à travers le logiciel, on prend des vidéos, on prend des images, on prend du texte, donc c'est du multimodal. Maintenant, est-ce que ça utilise RAG? Oui, ça peut ou ne pas utiliser RAG parce que, comme vous avez précisé que c'est basé, ça utilise ChatGPT. Donc, ça veut dire que si on utilise RAG, ça veut dire qu'on a notre propre environnement. Mais on peut aussi utiliser RAG avec ChatGPT ou pas. Par exemple, on peut envoyer le contexte, on peut envoyer des données à ChatGPT et demander à ChatGPT de répondre à la question ou de faire des tâches en fonction de ces données-là. Donc, ça peut ou ne pas, c'est des détails du logiciel. Donc, ça, c'est, comme vous l'avez dit, c'est les développeurs qui peuvent préciser ça. Mais ce qui est sûr, c'est multimodal. Merci beaucoup. Merci. Une question venant de moi-même. Pensez-vous qu'il est possible de distinguer si un contenu, texte, image, etc., a été créé par une IA ou si c'est vraiment un humain qui est derrière? Ah, ça, c'est une question pertinente. Bon, en gros, il y a ce qu'on appelle dans les, dans le système d'entraînement des IA, ils font quelque chose qu'ils appellent, ils font une boucle. Donc, il y a un agent qui crée, il y a un agent qui critique. Donc, l'agent qui critique, l'agent doit critiquer pour dire, par exemple, s'il y a génère quelque chose, un agent euh, vérifie si on peut détecter si c'est une image qui a été générée. Donc, si l'agent détecte que l'image a été générée, il va demander à l'IA de s'améliorer encore pour qu'on ne puisse pas détecter. Donc, il y a cette boucle-là qui fait en sorte que la génération est très bien. Donc, pour un être humain, détecter ça, c'est possible. C'est possible avec des outils. Mais je pense que si c'est très bien fait, c'est très compliqué pour un être humain de détecter ça. Il y a Dr. Gobo qui veut prendre la parole, donc je vais activer son micro.
Docteur Gobou, on vous écoute. Parce que c'est un mute, hein, je crois. Ah, il est en mute, oui. Ok. Est-ce qu'on peut- Et c'est lui qui avait posé la question sur le RAG. Non, le RAC, c'est un autre intervenant. Ahmed Dambélé. Est-ce que vous avez des Bon, questions? concernant la question de Youssouf, j'aimerais ajouter quelque chose. Bon, je pense que si c'est du texte, avec la structure du texte, on peut certainement détecter que c'est pas généré par un humain. Genre, c'est l'IA qui l'a généré. Côté texte, mais côté image et autres, actuellement, ça devient un peu plus compliqué, je pense, hein. Oui. Je fais le tour des questions. Il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas. On essaie de prendre du temps pour répondre à ces questions. Docteur Gobou, vous pouvez activer le micro. Oui, je l'ai activé. Alors, je voudrais vraiment remercier l'équipe pour tout ce travail qui a été fait. Je suis sublimé, hein. Je suis sublimé. Je voudrais saluer surtout docteur, j'ai oublié son nom, la dame là, qui vient de faire sa présentation. Koulibaly. Voilà, docteur Koulibaly. Merci à vous, Alors, docteur. voilà, je commence par elle. Hein. Nous voudrions vraiment nous approprier ce que vous savez. Hein. Bon, d'accord. Donc, une doléance, comment nous devons faire? Vous allez nous répondre après. Maintenant, ma véritable préoccupation, c'est qu'on parle de plus en plus aujourd'hui de l'IA. Alors, moi, je suis enseignant-chercheur de l'École normale supérieure d'Abidjan. Je sais qu'aujourd'hui, nos étudiants, au lieu d'utiliser l'IA à bon escient, tout comme les élèves, on le voit au bac, au BPC, utilisent l'IA à mauvais escient, c'est-à-dire pour tricher. Alors, mais que devons-nous faire? On ne peut pas supprimer l'IA à l'école parce que c'est un puissant outil de travail. Quelles propositions vous nous faites ou bien quel programme vous nous suggérez pour une utilisation éthique et saine de l'IA dans le milieu éducatif? Merci, voici ma question. Merci pour la Allô? question. Je place la parole à nos intervenants. Puis, Allô? Aboubacar, Vous m'entendez? Oui, oui. Allô? Oui, docteur Koulibaly, on vous entend. Oui, Oui, je vous je entends, vais prendre la docteur Koulibaly. parole. Oui, je vais prendre la parole parce que cette thématique nous intéresse, nous aussi, puisque nous sommes enseignantes universitaires dans différentes unités. Et dernièrement, j'ai dû animer un atelier il y a 10 jours sur justement cette problématique au niveau pédagogique. Donc, on était un certain nombre de l'Institut universitaire d'enseignement et cette question était posée comment je travaillais sur l'IA pour leur montrer un peu. Donc, il y a 3 choses qui se sont déclinées. Donc, je vais vous faire juste un partage, un retour d'expérience de ce que nous avons discuté ensemble en comité pédagogique. Il y avait d'abord la question de savoir est-ce que nous-mêmes, nous connaissons ce que les étudiants font derrière. Donc, d'abord, chacun de nous doit faire une mise à jour pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu, par où il faut les étudiants passent pour pouvoir avoir les informations, savoir ce qui existe et savoir quels sont les enjeux qui sont derrière ce qui existe. La deuxième chose, c'était d'avoir une veille. Une veille dans le sens que d'abord, individuellement, l'enseignant ou le professeur ou celui qui partage la connaissance doit pouvoir avoir une maîtrise un peu de l'environnement avec lequel lui travaille, donc pour les évaluations. Donc, est-ce qu'il a la claire maîtrise de ce qu'il a et qu'il peut vérifier de bout en bout? Donc, s'il n'arrive pas à vérifier de bout en bout, par exemple, il y a un ancien de philosophie qui est enseignant depuis 20 ans, qui disait le truc, c'est de revenir à la méthode traditionnelle pour certaines évaluations que je peux contrôler. Donc, travail sur table
parce que il est arrivé que des étudiants ils essaient de travailler à l'IA, ils lui donnent des documents plus ou moins travaillés, sachant qu'ils ont déjà travaillé le sujet avec l'IA. Et au fur et à mesure qu'il y a des remarques, l'étudiant va crescendo lui donner un document un peu plus version améliorée, mais on a l'impression que c'est l'étudiant qui travaille. Mais en réalité, il s'est rendu compte que ce n'était pas l'étudiant. Au fur et à mesure que l'étudiant faisait des fautes exprès, il veut lui donner un document fourni à la fin. Et quand il a découvert au prix de 4 reprises que le travail était bon, il ne peut pas avoir l'attitude de dire que ce n'est pas le boulot de l'étudiant, puisque l'étudiant a fait un travail approximatif au fur et à mesure en fonction des remarques, alors qu'il travaille derrière avec l'IA. Donc, le truc, il dit, pour lui, la solution pour certaines évaluations qu'on n'arrive pas à maîtriser de bout en bout pour pouvoir avoir l'exactitude des données et vérifier derrière l'exactitude, ou comme on appelle les non-plagiats, c'est de faire le travail sur table en dehors de la connexion. La troisième option, c'est que notre système puisse se doter d'outils qui puissent vérifier le plagiat, qui puissent entraîner les choses. Et moi, étant dans cette problématique depuis plus d'1 an, je travaille beaucoup sur cette thématique dans des conférences et autres, c'est que nous devons nous-mêmes inventer de nouveaux modes d'évaluation qui vont avec l'évolution. Quand il n'y avait pas l'Internet, voilà, on avait une manière d'évaluer. Maintenant qu'il y a l'Internet, on sait qu'on peut aller sur Google, avoir facilement des données qui sont données et puis on peut les utiliser. Donc, pareil, nous devons être assez inventifs pour savoir quel type d'évaluation. Donc, dans la pyramide, pour parler un peu pédagogie, dans la pyramide, nous allons aller au niveau du créer ou bien nous allons aller au niveau de l'innovation. Donc, nous allons créer de nouveaux modes d'évaluation qui seront plus complexes, qui vont créer l'innovation de l'étudiant, qui vont créer la créativité chez l'étudiant. Donc, il ne va pas peut-être soutenir quelque chose qui a été déjà dit, mais qui va entraîner chez l'étudiant lui-même une nouvelle création. Et ça, c'est à chacun d'être très, très, très inventif à ce niveau-là. Ce que je dis qui n'est pas du tout donné parce que c'est très laborieux. Donc, c'est ce que je pourrais partager sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Je vais autoriser Aboubakar à activer son micro. Aboubakar Sanogo. Allô, excusez-moi. Oui. Et puis, j'avais fait une doléance à Dr Koulibaly. Hein. Si en inbox, je peux avoir ses contacts parce que elle m'intéresse. Son travail m'intéresse. Je vous le mets là dans le chat, comme ça tout le monde là. Je vous mets ma carte de visite et puis comme ça ceux qui voudraient pourraient le prendre en même temps. Comme ça, c'est intuitif, tout le monde a d'une fois. C'est ça, hein, si vous me permettez. Comme ça, vous pourrez récupérer dans le chat. Ça vous va? Merci. Merci à vous. OK. Alors, merci beaucoup. Alors, je suis Aboubakar Sanogo. Je suis administrateur scolaire et enseignant de formation. Je vis à Toronto. Et je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui ont fait la présentation tout à l'heure. C'était tellement édifiant, comme mon prédécesseur vient de le dire. On a appris beaucoup de choses. Et j'ai levé la main parce que la dernière question sur l'éducation de mon maître de l'école normale supérieure d'Abidjan, je suis aussi ancien de l'école normale supérieure d'Abidjan, donc je l'appelle mon maître. C'est une question qui se pose de plus en plus. Et je pense que le docteur Koulibaly a déjà donné un début de réponse. Mais moi, je suis coordonnateur de baccalauréat international, donc je participe chaque mois à des commissions internationales. Et ça fait 3 ans que la réflexion se mène. Et la décision finale qu'on a prise, où on est sûr qu'on va embarquer là-dedans, c'est de créer de nouveaux modes d'évaluation, comme Dr Koulibaly l'a dit. Parce que la question qu'on s'est posée à un moment donné, après quand même 2 ou 3 ans de débat, c'est on forme la génération actuelle, les enfants actuels, on les forme à quoi et on les forme pourquoi? Quand on commence à se poser cette question-là pour voir vers où on va, qu'est-ce que cette génération va faire, qu'est-ce qui sera utile pour elle, je pense qu'on s'achemine rapidement vers la réponse. Est-ce qu'il faut bannir l'IA de l'école et venir à l'ancienne méthode où on fait les évaluations sur table, ou bien est-ce qu'il faut l'utiliser comme outil pédagogique?
Et je pense qu'on n'a pas de choix. Le monde est embarqué, la technologie a pris le pas dans tout. Et on se trouve là, moi j'aime une image que quelqu'un nous a donnée et puis ça fait bien. On se trouve là face à la situation de médecins et de patients. Cette génération-là, il y aura un groupe qui sera comme des médecins, c'est-à-dire les concepteurs de l'IA, ceux qui vont améliorer l'IA, ceux qui vont aller à fond dans la programmation et autres. Et il y aura les patients, c'est-à-dire ceux qui vont l'utiliser. Mais on est d'accord que toute l'humanité, à un moment donné, va embarquer. Et on est d'accord aussi que ce que ça va rapporter en termes de productivité, en termes d'efficacité, est plus que ce que ça va rapporter en termes de nuisance. Voilà, là, on est d'accord là-dessus. Donc c'est pour dire quoi? Pour moi, l'évaluation, et nous, on a déjà embarqué là-dedans. Moi, je suis en Ontario, à Toronto, où on est déjà embarqué là-dedans. Nous, on a compris là que l'évaluation n'est plus que la production écrite. Alors, on fait ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire la production, l'observation, la discussion. Et on a compris qu'il faut plus aller par l'apprentissage par projet. Parce que cette génération actuelle, ils ont beaucoup d'outils à leur disposition. Si on leur permet de l'utiliser et dans leur apprentissage et dans leur évaluation, ils vont nous surprendre par leur capacité de créer et par leur capacité. C'est un peu, je ne vais pas être long, peut-être je vais m'arrêter là. Je pense qu'on aura un webinaire là-dessus. Les organisateurs vont peut-être vous informer où je vais participer. C'est un peu une nouvelle définition de l'intelligence humaine qui va s'imposer à nous. Voilà, autant les réseaux sociaux nous ont imposé des nouveaux mots comme ami, comme mur, comme compte, et l'humanité a appris un nouveau langage, autant le mot intelligence va aussi prendre une nouvelle définition dans quelques années. À côté de l'intelligence artificielle, on va devoir définir d'autres types d'intelligence. Et on va voir que tout ça mis ensemble, c'est ce qui va guider aussi l'action éducative. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sanogo. Je fais le tour des questions. Il y a une autre question de Aïchatou Traoré. Bonsoir. À quel niveau d'études on peut être membre de l'APNA? Donc, je vais répondre à cette question. Il n'y a pas d'exigence en termes de niveau d'études. Donc, l'APNA est ouvert à toutes et à tous. Il y a des profils divers et variés. Et Aïchatou, bah, c'est avec grand plaisir, on va t'embarquer dans l'aventure APNA. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Bah, je vous propose un dernier mot de nos intervenants avant de clore. Un dernier mot, Madame Koulibaly, pour terminer le webinaire. Alors, merci à vous. Merci vraiment à l'ISOC, à l'APNA et à Hervé, mon frangin, sénateur et multicasquette de l'invitation. Alors, j'organise souvent des webinaires pour répondre aussi à Dr Goubou, donc des webinaires gratuits d'1 heure pour montrer les nouvelles fonctionnalités parce que le logiciel va très, très vite. Et donc, j'aurai un autre webinaire au mois d'octobre, celui de septembre est déjà passé. Donc, je passerai peut-être par Hervé, il pourra dire, pour pouvoir distribuer l'information. Et après, pour ceux qui sont intéressés, pourront s'inscrire à des formations pour pouvoir participer. J'ai une formation qui se passera déjà dès le début du mois d'octobre, qui prend en long, en large tous ceux qui sont dans la recherche et tous ceux qui travaillent sur des données, qui durera 3 mois. Donc, avec vraiment une prise en main de ce logiciel et d'autres logiciels d'analyse de données, de collecte de données et de publication. Donc, voilà. Merci à vous et ça a été un plaisir. Je pense que je vais rejoindre aussi l'APNA très bientôt. Merci, Dr Koulibaly. Mamountou et Aboubakar, vos derniers mots avant de clore. Merci Youssouf de m'avoir donné la parole. En dernier mot, je tiens à remercier tous les intervenants, tous les participants. En conclusion, ce que je peux dire en termes d'IA, c'est que ça offre un potentiel énorme. Donc la limite, ça s'arrête à l'imagination humaine. Donc ça peut permettre d'augmenter énormément la productivité des entreprises. Et maintenant, il y a des défis éthiques, comme les intervenants ont eu à le souligner. Donc, il y a plein de défis éthiques.
il y a plein de problèmes aussi. Et je pense que l'aventure ne fait que commencer. J'espère que dans les années à venir, dans les mois à venir, il y aura des réponses à ces défis. Donc, merci à vous. J'espère qu'on va se revoir prochainement dans un autre webinaire. OK. Merci, Mamadou. Tout d'abord, je tiens à remercier les participants pour leur attention tout au long de ce webinaire. C'était un réel honneur pour moi de pouvoir intervenir et partager avec vous. Et aussi, je souhaite également exprimer ma profonde gratitude à APNA pour m'avoir offert cette opportunité en tant qu'animateur. Merci encore à tous et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver très bientôt pour de nouvelles discussions enrichissantes. Merci. Merci beaucoup, Aboubakar. Donc, au nom de l'AISOC et puis de l'APNA, nous vous remercions pour la participation. Il y a d'autres webinaires à venir. Donc, voilà, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour en savoir davantage. Merci, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. OK, merci.